Bonsoir mes étudiants de quatrième année. Aujourd'hui, on va parler de la pathologie du système de coagulation. De toute façon, comme plan de la question, on va définir le système de coagulation ainsi que la pathologie de la coagulation. Quelle est la stratégie du diagnostic d'un syndrome hémorragique en rapport avec un trouble de coagulation? Quelles sont les différentes manifestations cliniques? Quels sont les tests de coagulation de première intention et standard pour éliminer une coagulopathie, soit acquise, soit congénitale? On va parler des coagulopathies acquises. On va en citer quelques exemples, les carences ou les hypovitaminoses K, l'insuffisance hépatocellulaire et la coagulation intravasculaire disséminée et un anticoagulant circulant. On va parler un petit peu des coagulopathies congénitales, à savoir l'hémophilie, les autres coagulopathies rares, ainsi qu'on a parlé des syndromes hémorragiques, on va parler des thromboses, surtout constitutionnelles, et on va parler d'une question d'actualité, les coagulopathies et le Covid-19. De toute façon, comme définition, on définit les pathologies de coagulation comme des affections du système de coagulation. Le déficit, ça concerne un facteur ou plusieurs facteurs de coagulation. Vous savez, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la coagulation plasmatique. Ça peut être quantitatif, ça veut dire une diminution en quantité du facteur de coagulation et ou qualitatif. Ça veut dire que le facteur, il est présent, il n'est pas fonctionnel. Donc, ces pathologies de coagulation, ils peuvent être acquises, donc secondaires à une maladie, à une prise médicamenteuse et ou congénitale, c'est-à-dire héréditaire, où le contexte familial il est très, très important. Quelle est la stratégie du diagnostic? Premièrement, quels sont les examens de première intention? À votre avis, quel est l'examen à faire de première intention? Est-ce qu'on fait un bilan de coagulation? On fait une formule? On fait une FNS? Non, je fais un interrogatoire. Le premier bilan d'hémostase, c'est l'interrogatoire. Parce que l'interrogatoire, il permet de différencier entre une pathologie acquise de congénitale et en même temps, il va éliminer une prise médicamenteuse, une coagulopathie secondaire à une prise médicamenteuse, à une infection, à une pathologie auto-immune, à une pathologie néoplasique secondaire, les coagulopathies secondaires à une transfusion sanguine, une grossesse au cours de la grossesse, parce que le système de coagulation est complètement perturbé, et on va rechercher l'histoire hémorragique personnelle et familiale, dont pour éliminer une coagulopathie d'origine héréditaire et ou congénitale. Pour ceci, la première des choses, il faut déterminer le mode de transmission lors d'une maladie ou un syndrome hémorragique constitutionnel. Premièrement, est-ce que votre patient, il est de sexe féminin ou elle est de sexe féminin, il est de sexe masculin? Est-ce qu'il y a une atteinte dans la descendance chez les ascendants? Je fais mon arbre généalogique et je vais voir est-ce que la sévérité, elle est la même chez tous les membres de la famille. Il faut savoir qu'à partir de l'arbre généalogique, vous allez définir trois modes de transmission de la maladie. Premièrement, autosomique dominante. Qu'est-ce que ça veut dire dominant? Ça veut dire qu'il suffit que l'un des parents soit porteur de la maladie que pour que la maladie soit manifeste chez la descendance. Deuxièmement, le deuxième mode de transmission, c'est autosomique récessif.
Ça veut dire que les deux parents, il faut qu'ils soient consanguins ou les deux parents qui soient hétérozygotes pour que la maladie soit manifeste dans la descendance. Le troisième mode de transmission, il est récessif lié à l'X. Ça veut dire que la maladie, elle est portée par le chromosome X, par exemple dans le cadre de l'hémophilie. Vous voyez ici, la maladie, elle est portée par l'X, c'est les garçons qui sont atteints et les filles qui sont conductrices. On va en parler ça dans l'hémophilie. Donc, c'est ça votre stratégie dans le diagnostic. Faire un bon interrogatoire et faire une arbre généalogique et et savoir le mode de transmission. À la fin, vous allez demander un bilan biologique. Ça, c'est un bilan de première intention. Vous allez le demander et à partir de là, vous allez demander d'autres examens en fonction de l'orientation clinique et biologique. Vous allez demander un hémogramme avec un taux de plaquettes. Vous allez faire un bilan de coagulation standard qui comprend un taux de prothrombine ou le taux de Quick qui va explorer la voie exogène de la coagulation plasmatique, le taux de céphaline plus activateur qui va explorer la voie endogène de la coagulation et vous allez doser le substrat final qui est le fibrinogène. À partir de là, vous allez doser les différents facteurs de coagulation en fonction des orientations du bilan de coagulation. Vous allez faire une activité cofacteur à l'aristocytine du facteur de von Willebrand et l'antigène de von Willebrand pour éliminer une maladie de von Willebrand. Et à la fin, vous allez explorer la fibrinolyse en dosant les produits de dégradation de fibrine, les didymères et les complexes solubles pour éliminer une fibrinolyse soit primitive, soit secondaire. À partir de là, vous allez faire votre consultation hémostase, donc rechercher les manifestations cliniques. De toute façon, l'International Society of Thrombosis and Hemostasis, donc elle a fait un schéma pour rechercher tous les saignements qu'on appelle Bleeding Assessment Tool. Donc, il permet de rechercher les saignements spontanés et les saignements après la chirurgie. Ce score hémorragique, il tient compte de la sévérité et l'importance du saignement et permet d'identifier les patients qui nécessitent une exploration d'hémostase. On va rechercher les épistaxis, qui sont des saignements qui proviennent de la fosse nasale et qui sont très fréquents. Ils sont bénins, mais qui peuvent entraîner par leur abondance et la répétition et la fragilité une véritable urgence médico-chirurgicale. Il peut être un symptôme révélateur de coagulopathie. On va rechercher les gingivorragies, qui sont des saignements spontanés au niveau de la gencive et ou provoqués par le brossage des dents peuvent être favorisés par une mauvaise hygiène dentaire. Les hémorragies digestives ou gastro-intestinales, c'est le rejet du sang au cours des vomissements, l'appelle hématémèse, et ou méléna et ou rectorragie. Mais il est indispensable de pratiquer une fibroscopie, une colonoscopie, parce que les coagulopathies héréditaires, ils peuvent présenter ce qu'on appelle des angiodysplasies digestives et qui saignent abondamment. Un symptôme très, très important, c'est les ménorrhagies qu'il faut les rechercher. On recherche soit des ménorrhagies, soit des métrorragies. Les ménorrhagies qui sont des saignements anormalement abondants au cours du cycle. Métrorragie, c'est en dehors des cycles. Mais avant de dire que ces ménorrhagies ils sont en rapport avec un problème d'hémostase, il faut éliminer un problème local par un avis gynéco spécialisé et faire une échographie abdominopelvienne pour éliminer un fibrome
utérin. On va rechercher des hématuries dans les urines. On va rechercher une hémorragie cérébro-méningée. Elles sont rares, mais ils peuvent mettre en jeu le pronostic vital. On va rechercher des ecchymoses, en anglais bruising, soit des purpuras, soit des ecchymoses. Ce sont des suffusions hémorragiques sous-cutanées qui ne s'effacent pas à la vitropression. Ils peuvent être pétéchiales en tête d'épingle ou en placard échymotique. Et c'est très important de les rechercher, surtout quand ils sont spontanés. Un saignement après une blessure mineure, on va rechercher des hématomes, surtout musculaires, qui peuvent être responsables de douleurs, d'impotence fonctionnelle et de compression de voisinage, soit vasculaire, soit nerveuse. En dernier lieu, pour les saignements spontanés, on recherche des hémarthroses qui sont des saignements articulaires spontanés ou secondaires, mais après un traumatisme minime. Les saignements après chirurgie, soit mineure, soit majeure, l'exemple de chirurgie mineure, c'est l'extraction dentaire. Donc, c'est des saignements après extraction dentaire qui nécessitent le recours à des produits hémostatiques locaux ou généraux. L'hémorragie du postpartum, qui sont des saignements du tractus génital qui survient dans les 24 heures qui suivent l'expulsion fœtale, soit par voie naturelle, ils sont anormaux par leur abondance. Ils sont supérieurs à 500 millilitres. Quand l'hémorragie du postpartum, elle est par voie basse et plus de 1500 millilitres dans un accouchement par césarienne. C'est ça la définition des hémorragies du postpartum. Sinon, après un acte chirurgical, si quelqu'un saigne abondamment après la chirurgie, nécessitant le recours à des thérapies substitutives, donc c'est un saignement. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est pas demander un bilan et voir. Non, c'est faire un bon interrogatoire et faire un bon examen clinique et faire une très très bonne consultation d'hémostase. Je vous ai dit que les ménorrhagies, c'est des saignements qui sont abondants au cours du cycle. Mais comment savoir que c'est des ménorrhagies? Généralement, les réponses y sont très très subjectives. C'est pour ceci, il y a un score qu'on appelle score Pictorial Bleeding Assessment Chart. Vous pouvez le télécharger sur Internet et chaque dame, elle peut l'utiliser. On va voir le degré d'imprégnation des bandes hygiéniques. Si le degré d'imprégnation est minime, c'est 1 point. S'il est modérément imbibé, c'est 5 points. S'il est très imbibé, c'est 10 points. Et on va faire en fonction des jours. Chaque jour, on va faire quel est le point et on va faire l'addition. Si le score total il est supérieur à 100, ça veut dire que c'est des ménorrhagies malgré la durée du cycle, elle est normale. Et à partir de là, vous allez entamer votre recherche étiologique et vous avez un instrument pour quantifier les saignements. Maintenant, on va voir les coagulopathies, qu'est-ce qu'ils peuvent donner en plus de syndrome hémorragique? On a vu, ils peuvent donner des hématomes musculaires. C'est la présence d'hématomes cutanés profonds qui peuvent donner des hémorragies qui peuvent être occultes. L'hématome peut être compressif et
En plus de ça, pour l'hématome du psoas, il peut comprimer le nerf sciatique. Vous voyez ici l'image à droite, l'hématome très très important qui est compressif, qui a entraîné une impotence fonctionnelle et inflexion du genou. Et on peut avoir des hémarthroses. Vous savez tous que dans l'articulation, il y a une membrane synoviale. Cette membrane, elle sécrète du liquide synovial. Ce liquide synovial, c'est lui qui permet les mouvements faciles de l'articulation. Donc, les marthroses sont dues à des ruptures des petits vaisseaux de la synoviale. Et l'articulation, vous voyez, si vous faites la comparaison des deux genoux, ce genou gauche, il est très, très enflé et l'articulation, elle est chaude, gonflée et douloureuse et elle est en rapport avec un saignement en intra-articulaire et c'est ce qu'on appelle une hémarthrose. On peut avoir en même temps ce qu'on appelle des ecchymoses très très étendues en carte géographique et généralement ces ecchymoses on les voit dans la coagulation intravasculaire disséminée, sinon dans certaines maladies auto-immunes qui sont prédisposées donc à faire des coagulopathies. On peut avoir des retards de cicatrisation. Ces maladies hémorragiques ou ces coagulopathies, en plus du syndrome hémorragique, ils peuvent donner des troubles de cicatrisation. Ça, c'est une malade dont j'ai pris une photo au niveau du service de neurochirurgie. C'est une malade qui fait des hématomes cérébrales avec un trouble de cicatrisation au niveau de l'ombilic. Vous voyez, l'ombilic, il y a une cicatrice kéloïde qui n'est pas normoplissée. C'était en rapport avec un déficit en facteur 13. Maintenant, ça explore quoi ces facteurs de coagulation? Qu'est-ce qu'ils vont explorer? Donc, je vais faire un TP ou ce qu'on appelle taux de prothrombine. C'est le temps de Quick en secondes. Je vais faire un TCA qui explore la voie endogène et je vais doser mon fibrinogène. Le TCA, il va explorer la voie endogène et la voie commune. Pour la voie endogène, il va explorer le facteur 12, le facteur 11, le facteur 8, le facteur 9, ainsi que les facteurs de la voie commune, le facteur 10, le 5, le 2 et le fibrinogène qui est le 1. On parle d'un TCA allongé si la différence entre le malade et le témoin, elle dépasse 10 secondes. Donc, le TCA, il explore la voie endogène de la coagulation plus la voie commune. Le temps de Quick, il explore la voie exogène de la coagulation plasmatique. Le temps de Quick, il va explorer le facteur 7 de la voie exogène ainsi que la voie commune, à savoir le facteur 10, le facteur 7, le 5 plutôt, le facteur 2 et le fibrinogène. On parle d'un temps de Quick allongé si la différence entre le malade et le témoin, elle dépasse 2 secondes. Et à la fin, je vais doser le fibrinogène qui est de 2 à 4 grammes par litre. Et comme ça, j'ai exploré la totalité de la coagulation à l'exception du facteur 13. Et ça me permettra, le calcul du temps de Quick, ça me permettra de calculer ce qu'on appelle l'INR. C'est l'international normalisé de ratio. Cette INR, elle est calculée à partir du temps de Quick du malade sur le temps de Quick du témoin, puissance EASY. EASY, c'est indice de sensibilité internationale de la thromboplastine. Généralement,
on fait l'INR pour le suivi des malades sous traitement anti-vitamine K, pour standardiser la cible thérapeutique, puisque en cas de thrombose veineuse, l'INR devrait être entre 2 et 3. Donc, et en cas de thrombose aux valves cardiaques, donc on devra avoir une INR entre 3 et 4. Donc, c'est ça un bilan de coagulation standard. Et je devrais faire ce qu'on appelle les marqueurs de fibrinolyse, qui sont très importants, surtout pour le diagnostic des syndromes de défibrination ou la coagulation intravasculaire disséminée. Schématiquement, vous voyez le fibrinogène, il est constitué de 2 domaines D et un domaine E. Et dans le domaine E, ils sont liés 2 fibrinopeptides A et B. Donc, la thrombine, quand il y a la thrombine, elle va exciser ces fibrinopeptides. Et le fibrinogène, il est transformé en monomère de fibrine. Ces monomères de fibrine, ils sont liés par le facteur 13 qui va lier les domaines D. Puis, la plasmine, qui est un facteur très important de la fibrinolyse, il va exciser donc entre les domaines D et E, il va donner 2 domaines D. C'est ce qu'on appelle 2 D-dimères. C'est ça les D-dimères. Ce qui reste, c'est les produits de dégradation de fibrine. Ce qui reste des domaines, c'est les produits de dégradation de fibrine. Et le complexe soluble, ce n'est que les monomères de fibrine qui est associé à des produits de dégradation de fibrine. Donc, c'est ça les marqueurs de fibrinolyse. Les produits de dégradation de fibrine, des dimères, ainsi que le complexe soluble qui est les monomères de fibrine associés à des produits de dégradation de fibrine. Maintenant, on va parler des troubles de l'hémostase proprement dit. Donc, c'est juste pour se localiser au niveau des troubles de l'hémostase, puisqu'il y a des troubles plaquettaires, il y a des lésions vasculaires, les troubles fibrinolytiques, on va parler des troubles de coagulation essentiellement. Pour les troubles de coagulation, on va parler des acquises qui sont les plus fréquentes. On va parler de la coagulation intravasculaire disséminée, les maladies hépatiques ou les insuffisances hépatocellulaires, les carences en vitamine K et les coagulopathies liées à un anticoagulant. Et on va parler des coagulopathies congénitales, surtout l'hémophilie et les déficits des autres facteurs de coagulation. C'est juste, on va les citer sous forme d'un tableau. Pour les coagulopathies acquises, on va parler en premier lieu de la carence en vitamine K, ce qu'on appelle l'hypovitaminose K. Vous savez tous que la vitamine K, elle intervient au stade terminal de la synthèse des 4 facteurs de coagulation, à savoir la prothrombine, le facteur 2, la proconvertine, le facteur 7, le facteur de Stewart 10 et le facteur anti-hémophilique B, le facteur 9. La vitamine K, elle contrôle aussi la synthèse des inhibiteurs de la coagulation, qu'il ne faut pas les oublier, qui interviennent dans l'inhibition de la coagulation. Donc, la protéine C et S. Ce déficit en vitamine K va entraîner la libération des facteurs de coagulation qui sont anormaux, qui ne peuvent pas se lier aux phospholipides, qui ne peuvent pas faire leur fonction, qu'on les appelle PIVK. Les PIVK, c'est Protein Inducted by Vitamin K Absence, c'est-à-dire c'est un précurseur de ces facteurs et qui n'a pas une fonction. Donc, les facteurs vitamine K dépendants, ils nécessitent
de la vitamine K pour qu'il soit fonctionnel, exercer leur effet sur la coagulation. De toute façon, si j'ai un déficit en facteur 2, 7, 9, 10, par conséquent, quelle est la conséquence? C'est un allongement des deux temps parce que j'ai des facteurs de la voie commune et des facteurs de la voie endogène et des facteurs de la voie exogène. Les facteurs de la voie endogène, c'est le facteur 9. La voie exogène, c'est le facteur 7. La voie commune, 10 et 2. Donc, les deux, ils vont être allongés. Allongement du temps de céphaline activateur et du temps de Quick. Par contre, le fibrinogène, il est normal. Mais ce qu'il faut savoir que le 5, il est normal. La numération, le taux de plaquettes, il est normal. Mais comment faire la preuve de la carence? Il faut faire ce qu'on appelle le test de colère. Il consiste à quoi? À mesurer le temps de Quick avant et après l'injection de la vitamine K. J'injecte 20 mg de vitamine K en intraveineux ou sous-cutané pendant 3 jours. La perfusion, elle devrait être lente pour éviter la réaction anaphylactique. Et je refais mon temps de Quick au 4e jour. Si le 4e jour, le temps de Quick se normalise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il manque de vitamine K et je vais donner de la vitamine K. Donc, et j'ai le diagnostic de vitamine K et ça permet de poser un diagnostic différentiel avec l'insuffisance hépatocellulaire. Puisque si la cellule hépatique elle est défaillante, même si je donne de la vitamine K, les facteurs ils ne vont pas revenir à la normale et le temps de Quick il ne va pas revenir à la normale. Parmi les causes, les carences d'apport, ils sont rares, c'est les grandes dénutritions. Surtout, on a des carences d'absorption, les obstructions des voies biliaires, cholestase, maladie cœliaque et colite ulcéreuse. Les médicaments, il faut faire très très attention parce qu'ils détruisent la flore microbienne, ils bloquent le métabolisme hépatique de la vitamine K, surtout les céphalosporines de 3e génération. Si vous donnez des céphalosporines de 3e génération, il faut s'attendre à une diminution des facteurs vitamine K dépendants. Il faut s'attendre à un allongement du TCK et temps de Quick. Donc là, il faut faire très attention devant ces médicaments et la prise d'antivitamine K, puisqu'elle va interférer avec les vitamines K dépendants, c'est tout à fait normal. Et chez l'enfant, parce que chez l'enfant, chez le nouveau-né, on donne des fois, on substitue avec des gouttes de vitamine K parce que ça peut entraîner donc une maladie hémolytique du nouveau-né et ça va donner une maladie hémorragique du nouveau-né et ça c'est en rapport avec une carence en vitamine K. Le deuxième diagnostic, c'est les insuffisances hépatocellulaires. Les insuffisances hépatocellulaires, comme définition, c'est quoi une insuffisance hépatocellulaire? C'est l'ensemble des manifestations clinico-biologiques en rapport avec une altération de la fonction des hépatocytes, soit synthèse, soit épuration, soit sécrétion biliaire. Donc, si j'ai une insuffisance hépatocellulaire, parce que la majorité des facteurs, ils sont de synthèse hépatique. Donc, j'aurai une diminution presque de tous les facteurs de coagulation. C'est pour ceci, j'ai un temps de céphaline activateur et temps de Quick allongé. Le fibrinogène, il est diminué parce qu'il est de synthèse hépatique. Par contre, dans l'hypovitaminose K, il est normal. Le facteur 5, il est diminué et c'est un facteur de pronostic. Plus le facteur 5, il est diminué, plus l'insuffisance hépatocellulaire, elle est très avancée et elle est profonde. Le test de colère, il est négatif. On donne de la vitamine K, le temps de Quick, il ne va pas être normalisé. Et c'est ça, on a le diagnostic d'une insuffisance hépatocellulaire. Ça se voit dans les cirrhoses hépatiques, les hépatites infectieuses et toxiques, les hépatites chroniques, ainsi que les hémochromatoses hépatiques qui peuvent se voir chez certains malades qui sont transfusés régulièrement, par exemple les syndromes thalassémiques.
Maintenant, en troisième lieu, la pathologie acquise la plus fréquente et qui concerne presque toute spécialité, c'est la coagulation intravasculaire disséminée. Cette coagulation intravasculaire disséminée, elle est en rapport avec une lésion endothéliale. Cette lésion endothéliale, elle va sécréter, elle va donner ou exposer le facteur tissulaire en quantité excessive, quelle que soit une morsure de serpent, quelle que soit une maladie néoplasique, quelle que soit une maladie hématologique, telle que les leucémies aiguës. Donc, cet excès de facteurs tissulaires, donc, il va entraîner une activation anormale de la coagulation. Quand il y a activation, on a une thrombose au niveau de la microcirculation, ce qui va entraîner une ischémie tissulaire secondaire. Quand il y a la thrombose, qu'est-ce qu'il y aura? Une consommation des différents facteurs de coagulation et en même temps consommation des plaquettes sanguines. Quand il y a consommation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a hémorragie. Le système de coagulation, il est défaillant. Et en plus de ça, l'organisme doit se défendre contre les thromboses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer la fibrinolyse. Quand il va activer la fibrinolyse, il y a aggravation de l'hémorragie. Donc la CIVD, c'est un bouleversement total du système de coagulation. On a des hémorragies, des thromboses et des hémorragies. C'est pour ceci qu'on appelle coagulation intravasculaire, elle est disséminée. Consommation de tous les facteurs, l'hémorragie, elle est partout et la thrombose, elle est partout. C'est pour ceci, la prise en charge, elle est très, très difficile. Vous voyez ici les hémorragies en carte géographique. C'est des hémorragies qui sont très disséminées. Et ça peut donner des suintements au niveau de la muqueuse nasopharyngée ou sous forme d'échymose extensive. Vous voyez une échymose extensive en carte géographique. Et on a en plus de ça, de ces hémorragies, on a des thromboses au niveau de la microcirculation, responsables de signes ischémiques périphériques et voilà de l'acrocyanose et de la gangrène ischémique des extrémités de la main. Donc, ces deux signes, ils sont très pathognomoniques sur le plan clinique d'une coagulation intravasculaire disséminée. On a dit consommation de tous les facteurs de coagulation. Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence sur le bilan de coagulation? C'est l'allongement du temps de céphaline activateur qui explore la voie endogène de la coagulation plasmatique. Un allongement du temps de Quick, la preuve de consommation, on a une numération de plaquettes, un fibrinogène et les facteurs, tout est diminué, tout est consommé. Donc, on a une diminution de 5, le 10 et le 12, très importante. Le 7 et le 9 et le 11, un peu plus stable, mais plus tardivement, ils vont diminuer. Le 2, la diminution, elle est très variable. Et en même temps, on a la diminution des inhibiteurs de la coagulation, à savoir l'antithrombine 3, la protéine C et la protéine S. Maintenant, il faut confirmer la fibrinolyse. Comme je vous ai dit au départ, il faut rechercher les produits de dégradation de fibrine, les dosés, les dédimères et les complexes solubles, qui est les monomères de fibrine plus le PDF. Vous voyez ici, il y a le fibrinogène, un domaine E, deux domaines D en bleu avec les fibrinopeptides. Quand il y a la thrombine, elle va exciser ces fibrinopeptides. Donc, on aura des monomères solubles. Ces monomères solubles, donc, ils sont là.
À partir de là, la thrombine et le facteur 13, il va relier ces monomères de fibrine et la plasmine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dégrader. Elle va dégrader entre les domaines D et va donner les didymères, les deux domaines D. Tout ce qui reste, c'est ce qu'on appelle les PDF. Donc, ces produits de dégradation de fibrine, plus les monomères de fibrine, qu'est-ce qu'ils vont donner? Ce qu'on appelle le complexe soluble. Et le complexe soluble, il est positif seulement dans la coagulation intravasculaire disséminée. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre dans la coagulation intravasculaire disséminée et quels sont les examens à demander. Quand ils vous disent dédimère, vous connaissez c'est quoi un dédimère, c'est quoi un PDF, c'est quoi un complexe soluble. Quelles sont les étiologies? Eh ben, la coagulation intravasculaire disséminée concerne toutes les spécialités en infectieux, surtout en gynécologie, en oncologie, en hémato, en traumatologie, les gens qui font les transfusionnistes, donc ça peut être secondaire une infection, soit bactérienne, soit parasitaire, une cause obstétricale qui sont très fréquentes, un hématome rétroplacentaire, une embolie amniotique, toxémie gravidique, une mort in utero, un molydétifant et placenta prévia. Chirurgie lourde, soit pulmonaire, soit cardiaque, avec circulation extracorporelle, soit chirurgie de la prostate. En pathologie maligne, les tumeurs solides, à savoir le cancer pulmonaire du pancréas et de la prostate. Et en hématologie, les leucémies aiguës, surtout les leucémies aiguës promyélocytaires ou M3, qui contient ce qu'on appelle un bâtonnet d'Auer, qui a une activité procoagulante, il va déclencher d'une manière anormale la coagulation plasmatique, il va provoquer une authentique coagulation intravasculaire disséminée. Au cours des traumatismes, parce qu'on a beaucoup de lésions tissulaires qui peuvent provoquer la CIVD, les accidents transfusionnels, donc on va les voir, les accidents transfusionnels au cours des accidents, surtout quand il y a un accident à ABO, donc on peut avoir de la coagulation intravasculaire disséminée et les embolies graisseuses, les hémangiomes et les anévrismes. C'est ça les étiologies de la coagulation intravasculaire disséminée. Pour les pathologies acquises, donc en dernier lieu, on va parler des anticoagulants circulants. C'est quoi un anticoagulant circulant? Ce qu'on appelle un anticorps circulant. C'est un anticorps dirigé contre un facteur de coagulation ou une phase de coagulation, par exemple un antifacteur 8 ou antithrombinase dans le lupus. Comment faire? C'est un test très très simple. Vous voyez ici le plasma du patient et le plasma, c'est ça le plasma normal. Le plasma normal, il contient le facteur. Donc ça, c'est le plasma du patient qui est déficitaire. Si je fais le mélange des deux pendant 2 heures, comment il va être le bilan de coagulation? Il va se corriger parce que j'ai apporté par le plasma normal le facteur déficitaire, donc le temps de coagulation normal. Déficit, ce qui nous dit ou donne le diagnostic d'un déficit en facteur. En deuxième lieu, si j'ai un plasma normal et un sujet avec un anticorps antifacteur ou un inhibiteur, quand je vais faire le mélange, ce facteur, il va être détruit par les anticorps. Donc, le temps de coagulation, il reste toujours allongé. Donc, ça fait qu'il y a une présence d'inhibiteur. C'est ça ce qu'on appelle un anticoagulant circulant. Et généralement, ils sont secondaires à des maladies auto-immunes, surtout le lupus. Si vous trouvez un lupus avec un TC allongé, il faut penser qu'il y a un anticoagulant circulant. Soit contre le facteur 8, si on a les deux allongés, c'est antithrombinase. Maintenant, on va parler des coagulopathies congénitales. Pour ce qui est des coagulopathies congénitales, ça c'est un arbre décisionnel très très simple. Vous faites un ton de céphaline activateur qui explore quoi? La voie
endogène de la coagulation plasmatique. Si le temps de céphaline et activateur, il est normal, je vais faire un temps de Quick. S'il est allongé, ça veut dire quoi? Il y a un temps de Quick allongé d'une manière isolée. Donc, c'est un déficit en facteur 7. Si le TCK, il est allongé, d'accord? Le TCK, il est allongé. Donc, deuxième cas de figure, le temps de Quick, il est normal. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une anomalie, un allongement du TCK d'une manière isolée. Ça veut dire qu'il y a une anomalie de la voie endogène de la coagulation. Donc, je peux avoir un déficit en 8, en 9, en 12 et en 11. C'est ça. TCK allongé, temps de Quick normal. Ça veut dire un allongement isolé du TCK. Ça veut dire c'est un déficit concernant les facteurs de la voie endogène de la coagulation plasmatique. Soit le 8, soit le 9, soit le 12, soit le 11. Si j'ai un temps de Quick allongé, ça veut dire un TCK allongé, un temps de Quick allongé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la voie commune. La voie commune, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fibrinogène, le 2, qui est la prothrombine, le 5 et le 10 qui constituent la prothrombinase. C'est ça l'arbre décisionnel. Si vous comprenez ça, donc vous allez comprendre tout et vous allez interpréter tous les bilans de coagulation standard. Je répète, un TCK normal avec un temps de Quick allongé. Ça veut dire c'est un allongement isolé du temps de Quick. C'est un déficit en 7. Si le temps de Quick il est allongé avec un temps TCK allongé avec un temps de Quick normal, ça veut dire j'ai un TCK allongé d'une manière isolée. C'est une atteinte des facteurs de la voie endogène de la coagulation. 8, 9, 12, 11. Si j'ai les deux allongés, TCK allongé, c'est la voie commune, fibrinogène 2, 5 et 10. Maintenant, on va parler un petit peu de déficit en facteurs 8 et 9 qui sont l'antihémophilique. C'est la coagulopathie congénitale la plus fréquente et on va faire un tableau concernant les autres déficits de la coagulation. L'hémophilie, c'est une coagulopathie congénitale. Comme je vous ai dit, tout ce qui est congénital, il faut faire un arbre généalogique et voir le mode de transmission. La transmission, elle est récessive liée au sexe. Elle est liée à l'X. Le déficit quantitatif ou qualitatif en facteur de coagulation, soit il est diminué en quantité, soit il est normal, mais qui n'est pas fonctionnel. Dû à un déficit en facteur antihémophilique 8, c'est l'hémophilie A, ou le facteur antihémophilique 9, c'est l'hémophilie B. Maintenant, ça, c'est à vous de le faire. Voir le mode de transmission, c'est à l'interrogatoire. Donc, le premier cas de figure, vous voyez ici, le père, il est hémophile et la mère, elle n'est pas porteuse, elle est saine. Quelles sont les probabilités dans la descendance? Donc, on peut avoir comme probabilité, vous voyez ici, un fils qui est normal, un autre fils normal et les deux filles, donc 50% des cas qui sont conductrices, mais ils ne sont pas malades. D'accord? Si le père il est hémophile, parce que son X il est porteur du gène d'hémophilie. D'accord? Et la maman, les deux X, ils ne sont pas hémophiles. Ça veut dire il va donner son X pour les deux filles. Avec le X de la maman, ils vont être conductrices. Les deux garçons, X de la maman, Y du papa. Donc, ils vont être indemnes de toute hémophilie. Le deuxième cas de figure, le père, il est indemne et la mère, elle est porteuse de la maladie. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence?
Le fils, dans 25% des cas, il n'est pas hémophile. Et la fille, elle est normale. Mais on peut avoir une fille qui est conductrice de la maladie et un garçon qui est hémophile, avec toutes les conséquences hémorragiques. Le troisième cas de figure, le père, il est hémophile et la mère, elle est porteuse de la maladie. Donc ici, on peut avoir, c'est le seul cas où on peut avoir une fille hémophile. Le garçon, il est hémophile. La fille, elle peut être conductrice de la maladie et un garçon qui est indemne parce qu'il a hérité le Y du papa et le X qui n'est pas porteur du gène de l'hémophilie de la mère. C'est pour ceci qu'il est indemne. Donc, 50% de risque que chaque fille soit hémophile et 50% soit de risque de fils plutôt, de fille, soit porteur du gène de l'hémophilie et conductrice. Et même on a une fille qui est hémophile. Les mutations spontanées, ça veut dire qu'il n'y a aucune notion d'hérédité, il n'y a pas de consanguinité, il n'y a aucun cas familial, ce qu'on appelle les spontanés, dans 25% des cas. Donc, on peut avoir des garçons hémophiles et des filles porteuses ou des conductrices de l'hémophilie. C'est ça le mode de transmission. C'est à vous de faire l'arbre généalogique. Et l'arbre généalogique, c'est l'interrogatoire qui est très, très important pour réaliser cet arbre généalogique. Quels sont les sites du saignement chez un hémophile? Je vous ai montré que la coagulopathie, elle est responsable principalement des hémarthroses et des hématomes. Les hémarthroses, ils peuvent siéger dans toutes les articulations, par ordre de fréquence, la cheville, le genou, le coude, l'épaule et le poignet, même les petites articulations, ils peuvent être touchés par des hémarthroses. Donc, le saignement musculaire, donc, ils peuvent siéger au niveau de l'avant-bras, surtout l'avant-bras au niveau d'une cavité inextensible. Ils peuvent entraîner une rétraction tendineuse et un syndrome de Volkmann. Muscles iliopsoas, les fesses au niveau du quadriceps et des mollets. Donc, c'est ça, les deux types de saignements fréquents chez l'hémophile. Vous voyez, un déficit d'un seul facteur de coagulation avec des conséquences très graves, des hématomes et des hémarthroses. Sur le plan biologique, le taux de plaquettes, il est normal. Le temps de saignement, il est normal parce que ce n'est pas une anomalie de l'hémostase primaire. C'est une anomalie de la voie endogène de la coagulation. Le temps de Quick, il est normal. Le temps de céphaline plus activateur, il est allongé. Donc, et je fais le dosage des facteurs de coagulation, surtout le 8 et le 9 par ordre de fréquence, parce que l'hémophilie A, en rapport avec un déficit en facteur 8, c'est la plus fréquente. Il s'ensuit le déficit en facteur 9. Donc, l'hémophilie, elle est sévère si le taux de facteur il est moins de 1%. Modéré si le taux il est entre 1 et 5%. Mineur si le taux il est supérieur à 5 jusqu'à 40%. Donc, c'est les formes sévères et modérées qui donnent un déficit très important en facteur de coagulation. Et c'est eux qui, dans ces complications musculo-squelettiques, ils peuvent donner des saignements à répétition au niveau de l'articulation, un handicap fonctionnel, vous voyez, un pied équin avec un varus, et ça peut détruire même l'articulation. Vous voyez sur cette radiologie où l'articulation elle est complètement soudée, il n'y a plus d'interligne articulaire. On peut avoir des hématomes musculaires, et je vous ai dit un hématome au niveau de l'avant-bras, il peut entraîner une rétraction dendineuse avec mais en griffe, ce qu'on appelle le syndrome de Volkmann. C'est ça, c'est une maladie coagulopathie et en même temps c'est une maladie articulaire et musculaire et handicapante si elle n'est pas traitée correctement. Maintenant, c'est juste pour vous, pour voir sur le plan physiopathologique, qu'est-ce qui se passe? Une hémorragie, une hémarthrose,
Donc, le sang, il a un effet très, très corrosif sur l'articulation parce qu'il contient du fer. Donc, cette hémorragie ou le fer au niveau des synoviales va entraîner une inflammation de la synoviale. Et en même temps, il va entraîner une hypertrophie de la synoviale. Cette hypertrophie va entraîner donc la libération des cytokines pro-inflammatoires, surtout les interleukines. Ces interleukines vont entraîner des destructions cartilagineuses en plus des enzymes qui sont libérées par les synoviocytes et l'invasion directe de la synoviale et du cartilage articulaire. Donc, les lésions cartilagineuses vont entraîner à la fin une destruction osseuse, une arthropathie, un stade terminal. Vous voyez ici, c'est une articulation tridimensionnelle complètement détruite, érodée, avec des érosions à l'intérieur de l'articulation, avec des micro-lacunes à l'intérieur, donc, et ça entraîne un handicap fonctionnel. Donc, à partir d'une néarthrose, lésions synoviales, cartilagineuses et destruction osseuse à la fin. Maintenant, quelles sont les autres coagulopathies? Vous voyez, on revient à notre schéma de coagulation, la voie endogène, la voie exogène et la voie commune, et vous allez voir, si j'ai un déficit, vous voyez ici, je reviens, donc là, la flèche, c'est le 12. Le 12, il n'entraîne pas d'hémorragie. Il entraîne plutôt des thromboses, le déficit en facteur 12. Mais le TCA, il est allongé parce qu'il intervient dans la voie endogène de la coagulation plasmatique. Le deuxième facteur, le 11, il entraîne un syndrome hémorragique et le TCA, il est allongé. Le facteur 7, c'est la voie exogène de la coagulation. Ça entraîne un syndrome hémorragique et des hémarthroses. Ici, le temps de Quick, il est allongé, isolé. Ça veut dire que le TCA, il est normal. En cas de déficit en 10, on a un syndrome hémorragique. Mais le 10, c'est quoi? C'est la voie commune. Il va allonger les deux. Donc, TCK et temps de Quick allongé. Le 5, la même chose, c'est la voie commune. Donc, TCK et temps de Quick allongé. Le facteur 2, la même chose. Donc, il entraîne un syndrome hémorragique avec des hémarthroses. Le TCK et le temps de Quick, il est allongé. Le 1, c'est le fibrinogène. Il entraîne un syndrome hémorragique. Le temps de saignement, puisque le fibrinogène, il intervient dans l'agrégation plaquettaire. En se liant à la glycoprotéine 2B3A plaquettaire, il entraîne un allongement du temps de saignement, TCK et temps de Quick allongé, et le fibrinogène, il est bas. Le facteur 13, il entraîne des hémorragies et en même temps, ce que je vous ai montré dans la sémiologie des syndromes hémorragiques, des troubles de cicatrisation. Le temps de Quick, TCK et le fibrinogène, en cas de déficit en 13, ils sont normaux. Il faut doser directement le facteur 13 pour voir s'il est diminué. On a parlé des hémorragies acquises, des hémorragies congénitales. Maintenant, on va parler des maladies thromboemboliques. Parce que s'il y a un excès des facteurs de coagulation, une diminution des inhibiteurs, donc on a ce qu'on appelle la maladie thromboembolique. De toute façon, c'est ça la triade de Virchow. La triade de Virchow, vous voyez ici, on peut avoir la prédisposition des thromboses en cas d'atteinte vasculaire, surtout le port de cathéter central. On peut avoir en cas de stase veineuse, l'immobilisation prolongée, compression et des anomalies sanguines ou des anomalies de coagulation, soit une hypercoagulabilité, une augmentation des facteurs de coagulation et ou diminution des inhibiteurs. Donc, si on a une augmentation, une diminution des inhibiteurs. Quels sont les inhibiteurs qui existent? Les inhibiteurs, vous voyez ici
le TFPI, c'est ce qu'on appelle Tissue Factor Pathway Inhibitor. Il va inhiber ce qu'on appelle la première phase d'initiation. Donc, le TFPI, il va se lier au 10 qui va l'inhiber. Quand il va inhiber le 10, il va se lier au facteur 7 qui est lié au facteur tissulaire pour l'inhiber. Et comme ça, il va exercer son effet inhibiteur. C'est ça le premier inhibiteur. Le deuxième inhibiteur, c'est ce qu'on appelle l'antithrombine 3. Vous savez, l'antithrombine 3, elle va inhiber le facteur 10 et le facteur 2. Et son efficacité ou son effet, il est multiplié fois 2000, fois 3000 par l'héparine. Donc, cette antithrombine, elle va exercer son effet inhibiteur en présence de d'héparine 1000 fois plus par rapport à la norme. C'est ça le deuxième inhibiteur. Le troisième inhibiteur, c'est le système protéine C, S-thrombomodulin. Donc, quand il y a formation de la thrombine, la prothrombine, elle transforme en thrombine. La thrombine, elle va se lier à la thrombomoduline. Cette thrombomoduline, en présence du calcium, elle va activer la protéine C en protéine C activée. Cette protéine C activée, elle va se lier à la protéine S libre. Il va exercer son effet inhibiteur sur les deux cofacteurs de la coagulation, c'est le facteur 5 et le facteur 8. Je répète, la prothrombine, elle va se transformer en thrombine, qui va se lier à la thrombomoduline. En présence du calcium, ils vont activer la protéine C, en C activé, en présence de la protéine S, donc ils vont inhiber le facteur 8, les deux cofacteurs, le facteur 8 et le facteur 9. C'est ça le système protéine C. C'est ça les inhibiteurs de la coagulation. Quand ils sont déficitaires, la coagulation elle se fait en excès et le patient il est prédisposé à faire des thromboses. C'est pour ceci, le bilan de thrombophilie, il comprend. Si quelqu'un vous fait une thrombose, avant d'entamer un traitement, il faut faire ou rechercher un déficit en protéine C, S, l'antithrombine 3, et la résistance à la protéine C activée au facteur 5 Leiden et la mutation du facteur 2 ou la thrombine qui va exposer à faire des thromboses. Les traitements, c'est standard. Il faut donner de l'héparine à dose curative, 2 injections, c'est à raison de 0,01 par kilo par jour. Confirmation du diagnostic dans les 48 heures. La poursuite des HBPM, elle se fait et relais par les antivitamines K. Les HBPM de préférence, les donner à moins de 5 jours, le temps nécessaire pour obtenir une inhibition efficace. La surveillance biologique, c'est l'INR pour les antivitamines K, la numération plaquettaire, parce que les HBPM, ils peuvent donner ce qu'on appelle les thrombopénies induites par l'héparine. Il faut surveiller le taux de plaquettes. Maintenant, une question d'actualité, c'est les coagulopathies Covid. Vous savez tous que c'est la famille des SARS. J'ai trouvé ça sur la revue Thrombosis et Hémostasis. Comment ils sont modifiés les paramètres de coagulation perturbés au cours de l'infection à Covid-19. Vous voyez qu'on a une thrombopénie chez 30 à 70% des patients, à moins de 150 000, moins de 100 000, moins de patients. Le temps de quick, il est allongé, supérieur à 3 secondes par rapport aux témoins chez 5% des patients. Le fibrinogène, par contre, il y a un état d'hyperfibrinogénémie. Dans 80 à 100% des cas, les D-dimères, ils sont augmentés 2 fois la normale chez 15 à 25% des cas et les D-dimères 6 fois la normale chez 1 à 5% des cas. Sur le plan physiopathologique, vous voyez en cas d'infection au Covid, la première des choses, il y a la génération des cytokines. Et en plus de ça, par les cellules
mononucléées, ainsi que l'activation des plaquettes à la formation de la fibrine. Donc, la fibrine, la thrombine et le facteur tissulaire qui est libéré en quantité excessive, il va se lier à des récepteurs spécifiques au niveau des cellules médiatrices ou des médiateurs de l'inflammation. Ces médiateurs, ils vont faire une décharge cytokinique des pro-inflammatoires et des chymokines. Donc, cette activation ou cette sécrétion des cytokines va entraîner une activation, une inhibition de la fibrinolyse. Tout est perturbé. La fibrinolyse, elle est perturbée, ainsi que le déficit en inhibiteur physiologique de coagulation, ce qui va exposer à faire des microtrombies. Donc, ces microtrombies, ils font se localiser surtout au niveau pulmonaire. Ces cytokines, avec l'augmentation du facteur tissulaire et diminution de la thrombomoduline, on a dit qu'il y a un inhibiteur, vont favoriser la thrombose. Et en plus de ça, de la thrombose, il y a une augmentation d'une manière excessive de l'activateur tissulaire du plasminogène, ce qui entraîne une augmentation très très importante des didymères et des produits de dégradation, d'où l'hémorragie. C'est pour ceci, cette image montre en post-mortem des microtrombies, vous voyez ici, ainsi que des hémorragies au niveau pulmonaire, et c'est ça qui fait le drame des patients qui font le Covid, surtout les thromboses pulmonaires et l'hypoxie pulmonaire. Donc, à partir de là, j'ai fait le tour de la question de coagulopathie acquise congénitale ainsi que des actualités sur les principaux données ou dernières données physiopathologiques qui ont été publiées en 2020, ça fait 2 mois, donc, et sur le Covid. Donc maintenant, je vais passer directement à vous faire quelques questions-réponses, choix simples. Donc, la première question, un temps de quick allongé avec un temps de céphaline activateur normal et un taux de fibrinogène normal doit faire pratiquer, cocher la réponse juste, dosage du facteur 7, le 5, le 8, le 10 ou aucune réponse n'est juste. Donc là, je suis devant un allongement isolé du temps de quick, c'est-à-dire la voie exogène, elle est allongée d'une manière isolée. Donc, ça veut dire que la voie endogène et la voie commune, ils sont normaux, ainsi que le fibrinogène. Donc, automatiquement, c'est le facteur 7 qui est anormal ou perturbé ou déficitaire. Donc, c'est ça la première réponse. Pour la deuxième question, vous voyez ici un temps de céphaline activé. Il est allongé avec un temps de quick normal. Donc, le fibrinogène normal doit faire pratiquer en première intention. Ici, j'ai un temps de céphaline activé qui est allongé d'une manière isolée. Ça veut dire que c'est une anomalie de la voie endogène de la coagulation. La voie exogène, elle est normale. Donc, et la voie commune, elle est normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la réponse? Le 10, c'est quoi? C'est la voie commune. Il allonge les deux. Le 13, il n'allonge ni le TCA ni le temps de quick. Le facteur 8, il allonge le TCA. Le 5, c'est la voie commune, il allonge les deux. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C, c'est le facteur 8. Troisième question, dans un syndrome hémorragique par carence en vitamine K, maladie hémorragique du nouveau-né, pas hémolytique, hémorragique du nouveau-né, cochez la réponse fausse, Les facteurs vitamine K dépendants, on a dit, c'est le 2, 7, 9 et 10. Donc, les deux, il appartient à la voie endogène, la voie exogène et la voie commune. Donc, il allonge le temps de quick et il allonge le TCA. Donc, les deux réponses, ils sont justes. 2, c'est un facteur vitamine K dépendant, donc il va être diminué. Le 7, c'est un facteur vitamine K dépendant, donc le 5, il ne fait pas partie, les de synthèse hépatique, mais il ne fait pas partie des facteurs vitamine K dépendants, donc il est normal en cas de maladie hémorragique du nouveau-né. Donc le facteur 5, il est bas. Donc c'est la réponse fausse. Donc c'est la réponse D.
Donc, la quatrième question, le diagnostic d'hémophilie est évoqué devant un syndrome hémorragique d'allure constitutionnelle avec allongement isolé du temps de Quick. Quand on dit hémophilie, ça veut dire déficit soit en 8, soit en 9. C'est la voie endogène de la coagulation plasmatique. Allongement isolé du temps de thrombine, c'est la fibrinoformation. Allongement isolé du TCA, donc c'est la voie endogène de la coagulation. Un allongement du temps de Quick et TCA, ils sont allongés s'il y a une anomalie de la voie commune. Un allongement du temps de saignement de TCA, ce cas de figure, on le voit dans la maladie de Willebrand, parce que la maladie de Willebrand, elle allonge le temps de saignement, parce que le facteur de von Willebrand, il intervient dans l'adhésion des plaquettes au collagène sous-endothélial par l'intermédiaire de la glycoprotéine MB9. Le TCA, parce qu'il y a un déficit en facteur 8, ça concerne plutôt la maladie de Willebrand. Donc, en cas d'hémophilie, on a plutôt un allongement isolé du TCA, c'est la réponse C. Ah ben, je viens à la fin du cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci.